Bonjour à tous, je m'appelle Gérard Copin et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau logiciel. En fait, on va faire un tuto sur le logiciel Image Composite Editor. Bon, c'est pas un logiciel open source comme d'habitude, mais ça reste un très bon logiciel gratuit de Microsoft. Bon, vous savez maintenant que le but de cette chaîne, en tout cas concernant la photo, est de présenter des solutions gratuites, mais performantes. Il ne faut pas le fait que ça soit performant, c'est important, surtout dans les solutions gratuites. Je rappelle aussi que le but de mes vidéos, c'est d'aider les amateurs à passer à un niveau supérieur. Bon, à vous par la suite d'évoluer à votre rythme. D'ailleurs, j'aimerais dire à ce sujet que comment aujourd'hui, bon, vous savez tous que je fais partie d'un club photo et donc je propose ces solutions-là pour que tout le monde puisse participer sans difficulté. Je sais qu'il existe beaucoup de clubs photo. Bon, je trouve un petit peu navrant d'utiliser comment Photoshop par exemple d'Adobe, de dire ben voilà, on a un club photo, on va travailler sur Adobe Photoshop, démerdez-vous, c'est payant, démerdez-vous pour trouver une solution, une version piratée. Bon, je trouve ça un peu gênant, sachant que bon, je suis pas en train de vous faire la morale, je veux dire, on peut pirater, c'est peu importe. D'ailleurs, je pense qu'un jour la culture sera partageable, au même titre que la machine de Gutenberg, mais bon, ça va encore prendre du temps. Mais pour l'instant, je pense que là, on parle pas de culture, mais de logiciel. Et donc, je pense qu'au niveau des logiciels en retouche photo, en tout cas, sachant qu'il existe des solutions très performantes et gratuites, c'est vraiment en compte s'emmerder avec des logiciels des anciennes versions, parce que les nouvelles vous pouvez plus les pirater, vous êtes obligé de vous enregistrer en ligne. Donc si vous travaillez sur un Photoshop piraté, ça veut dire qu'un jour, si vous changez le matériel, vous serez obligé de l'abandonner, ou vous serez obligé de tourner sur des versions complètement obsolètes. Et donc dans ce cas-là, vous perdez tout ce que vous avez fait, tout votre travail. Franchement, c'est pas du tout pérenne, c'est pas du tout professionnel. Donc c'est pour ça que nous, au niveau de notre club photo, on propose uniquement GIMP. Pour la petite histoire, Photoshop, ça coûte quand même 1500 €. Bon, aujourd'hui, la version complète, j'entends. Photoshop, Adobe n'annonce même plus le prix. Il propose des paiements mensuels de 12 €, je crois. Enfin, j'ai pas les chiffres exacts, peu importe. Donc, vous voyez que c'est pas évident pour quelqu'un qui n'en fait pas son métier. Bon, maintenant, je dénigre pas Photoshop, c'est un très bon logiciel, mais à ce moment-là, il faut être professionnel et avoir les moyens de payer une version en règle. Voilà, donc ça, c'est un petit peu mon coup de gueule concernant les clubs photo qui ne savent toujours pas qu'il existe une solution, vraiment une très bonne solution alternative. Bon, passons à Image Composite Editor. Bon, je vous parlerai pas de l'installation, sachant que c'est très simple, ça se passe comme d'hab. Il suffit de télécharger le fichier, l'exécutable, et de lancer l'installation. Il s'installe sans problème. Bon, j'ai mis la version sur mon site dans la rubrique photo. Donc vous avez le lien qui est affiché à l'écran. Donc vous pouvez charger, vous avez accès directement au téléchargement depuis mon blog. Sachant que ça pose aucun problème sur Windows 10. Bon, moi j'ai testé sur Windows en version 10. Alors, petite parenthèse quand même, concernant le logiciel, il est en anglais. Bon, je sais que ça peut poser des soucis pour certaines personnes, mais je vous rassure, c'est vraiment pas gênant. Bon, là, on va faire un petit tuto, mais du fait que ce logiciel-là se tape quasiment tout le boulot sans pratiquement vous poser aucune question, donc on va avoir accès à quelques boutons en anglais, mais ça pose vraiment pas de problème du fait de sa simplicité qui n'est pas contradictoire avec sa puissance, je vous le rappelle.
Alors on va quand même expliquer à quoi sert Composite, enfin Image Composite Editor de Microsoft. Donc il va servir à créer des bannières ou des panoramas en photo. Il peut même, comme dans énormément de cas, remplacer des grands angles, des très grands angles. Je vous rappelle, voilà à quoi ça ressemble des objectifs très grand angle en photo. Ici, on a le 24 mm qui est un classique. Un autre 24 mm, un 20 mm, pour descendre à un 15 mm qu'on appelle également œil de poisson. Donc sur ce type d'objectif, vous avez quasiment 170 degrés d'angle. Donc c'est énorme, vous pouvez vraiment vous rapprocher et balayer une grande partie de paysage ou monument, etc. Mais bon, on va partir du principe qu'actuellement vous ne possédez pas ce type d'objectif ou vous n'avez tout simplement pas pour l'instant les moyens de vous acheter ce type d'objectif. Image Composite Editor peut remplacer en partie ces objectifs. On peut même dire que dans certains cas, il peut faire même mieux, parce que du fait qu'on va utiliser du découpage, on n'aura pas la déformation géométrique. Bon, la déformation géométrique, je vais vous montrer une photo tout de suite à quoi ça ressemble. Ça peut être un phénomène sympa, à condition de ne pas l'utiliser constamment, parce que bon, celui qui regardera vos photos va vite en avoir marre, il risque de péter un plomb. Par exemple, ici, j'ai affaire à un très grand angle, parce que il fait 10 mm de focale, donc ce qui veut dire que je dois approximativement avoisiner les 170 degrés d'angle. D'ailleurs, on le voit au niveau de la lentille, qui est complètement sphérique, mais qui va également vous amener des déformations. Bon, ça va être un objectif quand même relativement coûteux, sachant également qu'il est d'une ouverture de 2,8. Alors, avec ce type d'objectif, on va pouvoir, par exemple, à l'intérieur d'un monument, prendre toute la partie avant. Donc ici, un exemple. Voilà, donc ici, j'ai un exemple de prise de vue, où si vous voulez faire cette prise de vue avec un 50 mm, vous allez vous rendre compte que c'est quasiment impossible. Avec un 50 mm, depuis le fond de l'église, vous allez avoir peut-être que cette partie-là, ou que cette partie-là, voilà, ou dans le pire des cas, avec un plus grand angle, peut-être cette partie-là, etc. Donc il s'avère impossible de prendre cette photo, ou j'utilise un grand angle, mais après au niveau du grand angle, j'aurai peut-être des déformations au niveau des colonnes. Donc là, ça sera quand même pas très très beau, du fait que des colonnes, c'est quand même des lignes parfaites, donc qu'elles se retrouvent courbées avec des arcs courbés, ça risque d'être pas très très chouette au niveau photo. Bon, celle-là c'est possible, elle a peut-être été retouchée, je sais pas, mais néanmoins, voilà la difficulté. Donc, on va, nous, pouvoir réaliser ce type de photo, même avec un 50 mm. Alors, un autre type de photo, donc là, elle a été prise avec ce type d'objectif, un œil de poisson, ou fisheye en anglais. Donc là, on se rend bien compte des déformations. Si vous voulez, on voit la lentille, la déformation de la lentille, la partie sphérique, les bords de la lentille. À plus on est au bord, à plus on a la déformation. Ici, on est relativement, c'est acceptable. Et ici, c'est vraiment, on a des courbes. Donc c'est un effet qui peut être recherché, parce que, bon, moi je trouve ça sympa, mais si vous faites ça pendant vos vacances, vous pouvez le faire sur 1-2 photos, mais vous n'allez pas présenter tous vos photos suivant ce type de prise de vue. Alors une autre photo, où c'est la même chose, on est en photo extérieure, où je vais avoir du mal avec un 50, j'aurai peut-être cette partie-là ou cette partie-là, peu importe, mais je ne peux pas prendre cette photo en totalité. Donc là encore, on va voir comment réaliser très simplement ce type de photo. Donc avant de passer dans l'utilisation
du logiciel où on va voir rapidement le principe de base, comment ça se passe. Alors supposons on veut prendre cette photo et donc vous avez soit 50 ou souvent on voit aujourd'hui des zooms 35, 135, peu importe. Donc à ce moment-là, bon, sachant que je suis dans la réalisation d'un panorama, je vais me mettre au maximum de mon grand angle, c'est-à-dire que si je possède un 35-135, je vais me mettre tout simplement en 35 mm de focale. Et donc là, je vais prendre cette partie-là. Je vais prendre uniquement cette partie-là. Je peux même mettre mon objectif dans l'autre sens, en mode portrait, hein, pour vraiment avoir une portion complète. Ensuite, donc j'ai pris cette photo-là, je me déplace et je prends approximativement la deuxième photo. Bon là, ça se coupe parfaitement, mais vous pouvez, ça peut très bien redémarrer à partir de là. Ça, c'est pas très précis. Le logiciel va retrouver vraiment les points et même vous pouvez avoir des déformations. Hein, c'est là où on a vraiment une puissance du logiciel qui lui est capable de redéformer la photo pour pouvoir l'assembler. Et donc là j'ai affaire à ma troisième photo. Hein, donc voilà, et donc après par la suite vous avez vos trois photos. Le logiciel consiste, lui, va s'occuper de refaire l'assemblage. Alors, quand même des petites précisions par rapport à ça. Moi, je vous conseille vivement de travailler en mode A, aperçu, ou en mode S. Sachant qu'il ne faut pas, au niveau de vos photos, avoir des différences importantes en lumière. Hein, si vous avez une photo ici, qui est bien équilibrée, et la deuxième qui est saturée, hein, bon, suivant l'heure, là on peut tourner un peu au bleu ou au jaune, peu importe. Et donc à ce moment-là, au niveau de l'assemblage, Image Composite Editor ne sera pas capable de corriger ça au niveau lumière. Donc pour avoir le maximum de lumière, enfin le maximum de réglages identiques au niveau des photos, à ce moment-là c'est plus simple de se régler en mode semi-automatique, de prendre une photo et de rester sur ce mode-là, hein, sur vos réglages semi-automatiques, et de prendre une deuxième, voire la troisième photo. Bon, ça peut aller jusqu'à 5 voire plus, hein, de photos, mais en conservant vos réglages. Alors un petit mot également pour ceux qui utilisent du post-traitement, hein, avec par exemple Photon ou Thérapie. Il est évident qu'il va falloir faire le post-traitement avant l'assemblage. Hein, donc à ce moment-là, je vais m'arranger au niveau du post-traitement. Si je fais mes modifications d'éclairage, de contraste, saturation, etc., je vais mémoriser ma modification sur une photo et je vais la reproduire sur les photos qui vont faire partie de l'assemblage. Donc ça, je le fais au préalable sur mes fichiers RAW en post-traitement. Donc ce qui veut dire que au moment de l'assemblage, j'ai les mêmes réglages pour chacune des photos. Donc autrement, si je regarde ici la photo assemblée, je risque d'avoir des différences à ce niveau-là, des différences de lumière, etc. Donc ça, c'est ce qui risque d'être le plus visible. Les raccords, ça fonctionne très bien, mais d'être vraiment vigilant, je pense que c'est le point peut-être le plus délicat dans l'utilisation de l'assemblage. Bon voilà, donc maintenant on va passer sur l'utilisation du logiciel, donc à vrai dire sur le tutoriel. Donc on va démarrer le logiciel. Voilà, donc c'est Image Composite Editor, hein, après installation. Voilà, donc là on va passer en plein écran. Et donc à partir de là, c'est relativement simple.
on a trois petits boutons. Donc un nouveau panorama, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous pouvez avoir un nouveau panorama depuis des images, donc c'est ce qu'on va traiter, mais également depuis une vidéo. Bon, à vrai dire, je ne vais pas en parler parce que au niveau vidéo, moi je trouve pas que c'est spécialement intéressant. Hein, on est quand même dans la photo. Et donc une vidéo, dans le meilleur des cas, on est même en HD, on est à 1280 points. Hein, et donc faire une banderole ou un panorama avec des photos de 1000 points, ça risque d'être quand même pas très net, pas très pro. Hein. Donc quand même sur une photo, si vous utilisez un appareil réflexe, on est sur des photos avec des 6000 points de pixels en résolution. Hein. Donc là je pense que le résultat sera quand même pas très très bon, mais enfin vous pouvez, maintenant vous savez que ça existe, vous pouvez le tester. Et ici, tout simplement, je vais ouvrir un dossier avec un exemple, hein, une application. Enfin, je veux dire, par exemple, si vous avez commencé à créer un panorama et que vous n'avez pas eu la possibilité de le terminer, vous le sauvegardez et à partir de là, je peux le rouvrir pour le terminer. Donc nous, on va démarrer avec le bouton Nouveau panorama. Voilà, donc c'est parti pour un montage. Donc nouveau panorama depuis des images. Donc j'ouvre ici. Éventuellement, le logiciel fait du drag and drop. Hein, vous pouvez très bien prendre vos images et les glisser directement sur le bureau. Hein, mais bon, moi j'ai plus l'habitude, j'aime bien visualiser mes dossiers. Donc je vais importer 4 photos. Donc tout simplement ouvrir. Voilà, donc lui, il passe à la première étape du projet, hein, donc l'import. Donc ici, hein, vous l'avez ici, vous pouvez directement déposer vos photos également pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité sur votre plan de travail. Alors ici, j'ai mes 4 photos. Bon, c'est un petit lac de montagne que j'ai pris en vacances en Haute-Savoie. Sachant que cette photo, bon, c'est pas forcément très très bon pour un panorama, mais en tout cas l'exemple est bien pédagogique, hein, parce que là on est devant un petit lac de montagne où on n'a pas suffisamment de recul pour avoir le lac complet. Hein. Pourtant j'ai utilisé un 24 mm, hein, qui est déjà un grand angle au niveau focal, mais néanmoins c'est pas suffisant pour avoir la totalité du lac. Donc j'ai 4 photos en mode portrait et donc on va faire l'assemblage de ces 4 photos là. Donc la première étape import relativement simple vient d'être effectuée. À partir de là, vous pouvez vous mettre en simple panorama. Vous pouvez cocher Autodetect. Ça fonctionne vraiment bien. Donc d'ailleurs on va utiliser cette fonctionnalité. Mais rapidement je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire si on n'est pas en autodétection. Bon, ici je peux au niveau de cette fonctionnalité là me mettre en position par exemple en rotation, hein, ou comment une perspective plane, enfin etc. Je peux déjà à ce niveau là modifier ce que je veux, hein. Si je maîtrise relativement bien le logiciel et que je veux faire des choses différentes, bon, souvent si c'est l'assemblage de 4 photos voire plus, on considère que c'est du simple panorama, hein, donc c'est peut-être pas la peine de s'embêter avec ce type de fonctionnalité. Vous avez également, si vous n'êtes pas en autodetect, vous pouvez jouer sur la structure du panorama. Donc par exemple ici, je peux rajouter des colonnes, hein, donc voilà, hein, donc ça c'est ce qu'on doit réaliser. Je peux rajouter des colonnes sur 2 lignes, enfin etc. Ou dans ce cas-là, par exemple, si je dois prendre en photo une église, ou on va dire tout simplement la tour Eiffel qui est très très haute, à ce moment-là, je peux avoir des photos dans le sens vertical
et je vais avoir besoin de les organiser de cette manière-là. Hein, donc au niveau de l'autodétect, je ne pense pas qu'il soit capable de le voir. Donc vous serez obligé de passer par cette fonctionnalité-là, hein, donc d'organiser vos photos vous-même, manuellement, pas en auto. Bon là c'est pareil, je peux jouer sur des fonctions, hein, où je peux, bon là il faut que je remette peut-être voilà, je peux jouer en zigzag ou pas, etc. Bon, à vous de vous amuser, hein, pour découvrir le logiciel. Bon, moi dans un premier temps, je vais travailler en autodétect et en simple panorama. Hein, donc à partir de là, j'ai aucune fonctionnalité. J'ai juste à cliquer sur le bouton Next, hein, ou sur le bouton là qui correspond à la deuxième phase de travail. Et tout va se faire en automatique. Enfin, je reviens quand même sur une petite chose. Si je regarde par exemple, voilà, si je me mets... ça c'est ce que je dois réaliser, hein. Donc on voit là la forme de l'étang, enfin du petit lac. Alors je tiens à vous signaler quand même qu'il y a pas mal de difficultés par rapport à ça, parce que si je regarde mes 4 photos, hein, je vois bien au niveau de l'assemblage, même si ça paraît tout simple, c'est quand même pas forcément évident, hein, sachant qu'ici j'ai quand même des différences de perspective, hein. Je vois bien mon raccord de montagne, hein, qui est différent en perspective par rapport à celui-ci. Hein, donc il va falloir raccorder intelligemment au niveau des points, mais il va falloir également jouer sur la perspective pour pouvoir faire le raccord. Hein, on voit bien que les formes, hein, en plus la prise de vue est un petit peu dans l'autre sens. Hein, ici, elle n'est pas forcément continue. Hein, donc vous voyez, même ici, elle est relativement délicate. Hein, il va falloir ramener ce point-là, qui est totalement différent. Il va falloir le ramener à ce niveau-là. Hein, donc c'est très très délicat comme opération, mais ce travail va se réaliser automatiquement. Hein, ça c'est vraiment pour vous démontrer la puissance du logiciel. Faire ce type d'assemblage, c'est pas simple au niveau informatique. Voilà, donc ceci étant dit, on va revenir sur simple panorama, et donc là je vais lancer la deuxième opération. Voilà, donc là il est en train d'aligner les images, donc il y a un temps de traitement qui est relativement long, il est en train de composer les images, donc voilà, et donc ça s'est passé relativement bien. Il ne m'a pas sorti de message d'erreur, il a pu raccorder sans problème. À présent que l'assemblage est terminé, je vais pouvoir travailler, enfin faire des modifications par rapport à mon panorama, hein, à savoir je peux jouer sur les perspectives, etc. Bon, à partir de là, dans un premier temps, je vais quand même agrandir, et si je vérifie, je m'aperçois quand même que par là j'ai un raccord, hein, donc vous pouvez remarquer, hein, qu'il n'y a pas aucune trace de raccord, hein. Pourtant au niveau du ciel j'ai des différences de nuances, et donc là j'ai pas de trait qui me montre vraiment mon raccord, hein. Je peux vraiment grossir dans les détails, hein. Voilà, hein. Donc si je regarde, je vois pas de défaut, hein. À aucun moment je vois une ligne de raccord, hein. Donc c'est pour vraiment vous dire que ça fonctionne bien. Voilà, donc je vais revenir, oui, donc je peux également à partir de là bouger ma photo. Bon là je peux faire pas mal de manipulations. Je peux donc oui, donc à partir de là je peux recadrer, hein, par rapport à ce que je veux. Voilà, je peux modifier, etc. Ici j'ai des réglages préétablis. Donc par exemple là j'ai un effet de cylindre, hein. Donc dans l'effet de cylindre, ce qui est intéressant, c'est le fait que j'ai pas de défaut vraiment de perspective. Mon image est enroulée sur un cylindre, hein, donc mes verticales sont relativement respectées.
Je peux avoir la même chose, mais dans le sens horizontal. Donc forcément, j'ai un enroulement. Et là, à l'inverse, je vais avoir des défauts au niveau des perspectives. Là, je vais avoir un effet quasi orthogonal, hein, donc qui est relativement fidèle par rapport à ma photo de départ. Et comme ça, je vais pouvoir, alors ici c'est dans l'autre sens toujours, autour d'une sphère, j'enroule ma photo autour d'une sphère. Bon là, j'ai même du fait que ça soit sur une sphère, j'ai quand même pas trop de défauts. Et comme ça, je vais pouvoir jouer suivant les faits recherchés. Là, je vais quasiment pouvoir imiter un grand angle. Tout à l'heure, on a parlé d'un œil de poisson. Je vous ai dit que c'était 10 mm de focale. Et donc là, j'imite en quelque sorte ce type de focale et je viens déformer exprès pour... ça me rappelle un petit peu ma lentille de mon œil de poisson. J'ai cet effet-là également. Voilà. Et donc cet effet de perspective, ça peut être pas mal sympa et donc je peux jouer sur ma perspective. Voilà, donc là je vais pouvoir m'amuser pour pouvoir par rapport à ce que je recherche. Alors, donc le cadre ici correspond à mon découpage. Donc si je découpe, par exemple ici, je peux conserver ce découpage-là, mais j'ai un petit défaut. Ici, j'ai une absence de photo, sachant que je peux demander au logiciel de compenser ce défaut. Donc ici, ça risque de relativement bien se passer, sachant que c'est uniquement des nuances de couleurs. Donc le logiciel va compenser sans trop de problèmes. Par contre là c'est beaucoup plus délicat, sachant que j'ai des ombres. Donc bon là je vous garantis pas un résultat à ce niveau là formidable. Bon, sachant que vous avez toujours la possibilité après de rouvrir votre perspective quand vous avez enregistré votre photo, on peut la reprendre avec GIMP par exemple pour pouvoir améliorer cette zone-là, faire des éventuelles corrections. Ou j'ai également la possibilité à partir d'ici de refaire mon cadrage. Voilà, pour améliorer. Voilà, donc on va passer à la deuxième phase, enfin la troisième phase, qui est donc la mise en perspective. Voilà, donc ça, c'est ma dernière phase. Alors à ce niveau-là, mon panorama est figé, donc suivant ce que j'ai mis au niveau de mes paramètres au départ, donc j'étais je crois en perspective, peu importe. Et donc avant l'exportation, la dernière opération finale, je peux encore jouer sur les dimensions de mon image. Donc ici je peux par exemple, voilà, si je fais ça, je sais que je n'ai pas de problème d'absence d'image. Donc ça, c'est, si vous voulez, actuellement, je suis en train de construire mon cadre de perspective. Je pourrais même faire une perspective comme ça, peu importe. Après, à chacun de voir par rapport à ce que vous recherchez. Éventuellement, si vous trouvez, alors dans certains cas, ça risque d'être gênant, où je veux, par exemple, avoir une partie du lac, là où je veux vraiment avoir la fin du lac, donc je vais être obligé de venir à ce niveau là par rapport à mon cadre. Alors dans ce cas là, vous pouvez cocher tout simplement autocomplète. Donc si je coche autocomplète, il va me remplir les parties manquantes. Alors là ça va prendre du temps parce qu'il va falloir créer tous les pixels manquants, donc
à 6000 pixels, une image de 6000 pixels, ça peut faire des quantités, voire des millions de pixels en réalité, hein. Enfin, de nuances en tout cas. Voilà, donc un traitement, c'est le traitement le plus long. Bon, là il est à 63%. Bon, ça va dépendre également de votre ordinateur. Bon, moi c'est un i5, ça pédale pas trop mal. Voilà, donc là on arrive à 80%. Voilà, donc le traitement final. Donc par rapport à ce qu'on a vu précédemment, ça s'est bien passé au niveau du ciel, mais ça s'est pas très bien passé au niveau de cette partie-là. Hein, parce que si vous voulez, l'extrapolation des points, hein, ici, elle s'est faite sur une partie, et donc là, c'est vraiment le piège pour le logiciel, parce que lui, il n'a pas pu traiter le bord. Il a extrapolé, il a continué cette partie-là. Donc en réalité, ici, j'ai mon bord d'étang. Si je grossis un peu, vous allez le voir peut-être plus facilement. Donc lui, il a fait un bon boulot d'extrapolation, mais ça ne fonctionne pas du fait qu'on avait le bord, et là, le logiciel ne peut pas le détecter. Voilà, donc là, je peux refaire une correction au niveau de mon cadre. Donc, effectivement, ça, c'est la solution de simplicité qui consiste à supprimer la partie gênante. Voilà. Ici, je vois mes dimensions d'image. Donc, voyez, donc je traite bien une image à 8000 de pixels. C'est pour ça que j'ai quand même une bonne définition au niveau de l'agrandissement. Et donc, la dernière opération, c'est l'exportation, l'enregistrement sur votre disque. Voilà. Donc, ici, je vais demander de l'exporter sur le disque. Alors, je peux quand même jouer sur deux paramètres. C'est le type d'exportation. Alors, je vous rappelle que le JPEG est un format qui peut être un petit peu destructeur en partie au moment de la compression. Si vous utilisez, par exemple, du format PNG qui traite ou qui n'est pas un format destructeur, donc là vous aurez vraiment la qualité escomptée, et éventuellement si vous avez des parties gamma sur votre photo, elles seront conservées. Une petite remarque par rapport au JPEG quand même, j'ai remarqué au niveau du logiciel, à certains moments, il m'exporte un fichier de 2 kilooctets, c'est-à-dire qui bug, tout simplement. Donc si ça vous arrive, à ce moment-là, il suffit de changer de format. C'est le seul problème que j'ai remarqué sur ce logiciel-là, c'est qu'il refuse d'exporter, mais il ne vous le dit pas. Donc il exporte une image de 2 kg, donc ce qui n'est pas possible pour ce type de photo. Donc je pense que ça vient du moteur de compression du JPEG qui ne doit pas passer pour des raisons, il doit tomber sur des informations et ça passe pas. Alors à ce moment-là, moi je vous conseille de passer en PNG, sachant qu'il n'y a pas de compression à ce niveau-là, et donc là il n'y a pas de risque que ça bug. Au niveau du JPEG également, vous pouvez choisir la qualité, haute qualité, ou superbe qualité. Donc là on est en qualité 90, ou si vous avez peur d'avoir vraiment un gros fichier, à ce moment là vous pouvez passer en qualité inférieure. Donc à vous de voir. Donc moi je vais l'exporter en PNG, et donc là il suffit de cliquer export to disk. Là je peux lui donner un nom, peu importe, et donc je le mets dans mon dossier concerné. Il suffit de cliquer enregistrer. Enfin ça c'est des opérations qu'on retrouve un peu relativement basiques, que vous connaissez bien. Voilà, donc là je suis en export de mon panorama. Voilà, et donc là c'est fini, je peux le retrouver sur mon disque.
Alors si je me balade sur mon disque, bien sûr, je vais retrouver mon panorama. Voilà, je l'ai stocké ici. Bon, lui, il l'appelle, il remet mon nom de départ hein, de mes photos. Et donc si je clique dessus, bon, il y a un temps de chargement, hein, parce qu'on a une image qui est quand même assez élevée au niveau pixel. Et donc, voilà, mon travail terminé. Bon, j'avoue que c'est pas quelque chose de très, de pas très professionnel au niveau qualité et créativité, mais c'était pour l'aspect pédagogique, hein, et donc concernant l'aspect technique, hein, donc vous pouvez regarder où j'ai pas de défaut. Ouais, donc voilà. On voit aucun raccord, hein, même dans les ombres, c'est un travail relativement parfait au niveau du traitement. Voilà, donc ce tuto est terminé. Donc si vous avez des remarques, des commentaires, négatifs ou positifs, vraiment j'attends vos commentaires et je réponds à tous les commentaires. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, notamment sur les réseaux sociaux, et de mettre un like. Pour vous abonner à ma chaîne, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton YouTube et c'est ici. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne, notamment en cliquant sur le bouton Facebook ou Twitter. Et c'est ici. Vous pouvez également me retrouver sur mon blog Gcopain en cliquant sur ce bouton, sachant que les vidéos, photographies et infographies sont tous répertoriés et classés sous forme de cours. Et c'est ici. Au revoir et à bientôt.